d'entrer dans l'Europe si les mea culpa nationaux apparaissent comme une condition morale de l'appartenance à l'Union européenne. Et il cite le cas de la Pologne, le cas des dirigeants polonais, le cas des dirigeants roumains qui participent au mea culpa face aux dirigeants de la Turquie et de la Serbie qui repoussent l'idée d'une reconnaissance des pratiques génocidaires. Le maintien en Espagne d'un statu quo par rapport au massacre de masse du franquisme pourrait poser problème si l'Espagne était aujourd'hui candidate à l'entrée de l'Union européenne. Elle l'a été elle est entrée en 86, et donc en 86 on était à un autre moment. Alors maintenant, quelle est cette tempête mémorielle? Alors, je vous avais dit que le consensus de la transition au sujet du passé traumatique de la guerre civile et du franquisme s'était brisé, et que l'impression était que le passé avait envahi le présent de manière spectaculaire. Les études manquent sur ces questions. Ce sont des questions extrêmement touffues. Il y a un matériau énorme. Il y a de quoi faire, non pas une, mais plusieurs thèses de doctorat. Il serait déjà souhaitable qu'une thèse soit entreprise sur l'historiographie de la guerre civile et ses rapports avec ses contextes de production. Il y a des études de sociologie de la mémoire qui commencent et qui vont sans doute se multiplier. Et pour l'instant, cependant, ce sont surtout les anthropologues qui sont engagés dans l'étude de ces questions-là. Notamment un groupe du CESIC, c'est-à-dire l'équivalent du CNRS en France, actuellement très actif sur ce terrain, j'y reviendrai. Au départ de ce mouvement qui s'intitule de récupération de la mémoire historique, et qui est devenu une véritable industrie de la mémoire, on retrouve à la fois des initiatives de la fin des années 90 d'exhumation de restes humains de victimes du franquisme, des excavations de fosses communes pour rendre aux morts une sépulture décente, et à la fois la constitution d'associations visant à faire reconnaître publiquement les souffrances des victimes du franquisme. Une des premières associations s'appelait AGE, Association Guerre et Exil, mais elle avait un sous-titre pour la mémoire des victimes du franquisme, des exilés, des enfants de la guerre et des guérilleros antifranquistes. C'est-à-dire l'ensemble des victimes et opposants du franquisme. Ces activités, en quoi consistaient-elles? À fomenter les prises de parole publiques, le passage de la transmission privée des récits de souffrance à leur partage public au cours de débats, de cérémonies, de poses de plaques, moments au cours desquels témoins et participants se décidaient à parler. Et cette association a par exemple organisé ce qu'elle a appelé des caravanes de la mémoire, qui ont traversé toute l'Espagne et qui, dans chaque endroit où elles s'arrêtaient, donnaient lieu à ces prises de parole collectives, très largement spontanées, au début des années 2000. Au même moment, certains historiens s'interrogeaient sur la persistance au sein de la population d'une histoire de la guerre mythifiée par le franquisme, en dépit de la publication des recherches des historiens qui rétablissaient les faits. Je pense au livre d'un collègue de Madrid, Alberto Reig Tapia, qui s'appelle « Les mythes de la tribu », où il se désole du fait que persiste dans la population une vision de la guerre civile qui est complètement révisée depuis des années par les historiens, mais ça reste, qu'est-ce qu'on fait, nous les historiens, on n'y peut rien, qu'est-ce qu'on y peut, etc. Au même moment, d'anciens militants importants de l'antifranquisme, je pense à Nicolas Sartorius, dénonçaient la disparition de la dictature et de ses crimes de la scène publique, commentant constatant que dans les manuels scolaires, la dictature disparaissait derrière l'euphémisme du régime précédent. On ne parlait plus de la dictature, mais du régime précédent. Et donc leur livre, La Memoria Insumisa, la mémoire insoumise, a été aussi un succès de librairie extraordinaire, plus d'une dizaine d'éditions. Mais dans le domaine du succès de librairie, ce furent les romanciers qui dépassèrent de très loin les chiffres de vente de ces essais, et au premier chef, Javier Cercas, avec ses Soldats de Salamine, qui prétendait inaugurer un nouveau genre, et là aussi c'est intéressant pour nous, le récit réel, narration se voulant seulement semi-fictionnelle, grâce à l'utilisation des méthodes d'enquête des historiens et à l'insertion de documents d'archives au sein de sa trame. Le succès de ce livre, 1 million d'exemplaires, et de son adaptation au cinéma,
en font un véritable phénomène de société. Lors du tournage du film, il y avait la foule à chaque fois, sur chaque scène, qui venait assister à ce tournage. Des milliers de gens cherchaient la trace d'un des personnages, le héros de ce livre, et une mairie a même proposé de lui ériger un monument alors que c'était un héros complètement inventé. Cela a déclenché une production romanesque extrêmement importante. On compte aujourd'hui à peu près 1000 romans, depuis lors, 1000 romans sur la guerre civile. Et depuis donc une douzaine d'années. Ce phénomène a été concomitant de la multiplication des initiatives d'excavation de fosses communes, menées par une association fondée par le petit-fils de l'un des fusillés, le journaliste Emilio Silva, une association qui s'appelle Association pour la récupération de la mémoire historique, ARMH, et on pourra revenir sur cette expression très problématique. L'un des axes d'intervention de ce qui commençait à s'appeler le mouvement de la mémoire historique fut la dénonciation du pacte de silence de la transition démocratique au sujet des victimes du franquisme, au sujet des massacres. L'expression pacte de silence étant elle aussi problématique, nous pourrons y revenir. Et la demande de condamnation politique de la dictature et du coup d'État de 1936. Ce qui était recherché aussi était la reconnaissance. L'espagnol utilise le mot dignificación, rendre la dignité des victimes, mais aussi au-delà, la revendication de discours et d'identité politique radicale, oblitérée par la transition. Cette dignification des victimes se nourrissait du contraste entre leur oubli et le silence à leur égard, et la glorification pendant des décennies par les franquistes des morts pour Dieu et pour la patrie, à travers des centaines de plaques sur les églises, les noms des rues, etc. Le résultat de ce mouvement fut le contraire du silence. La multiplication des associations, aujourd'hui on en compte à peu près 200 en Espagne, et des formes de ce surgissement du passé dans le présent. On a pu parler, à ce titre, donc, d'industrie de la mémoire, et pas seulement des gens hostiles à ce mouvement. Alors on a assisté à la multiplication de commémorations, de déclarations publiques, de programmes de radio, de télévision, des articles de presse par milliers, des sites internet, des blogs, etc., des films, des séries télévisées, des documentaires, des expositions, des musées, des mémorials de toute taille, des pièces de théâtre, des spectacles de danse même, une production d'art plastique importante, les romans j'en ai parlé, la publication de témoignages, d'ensembles documentaires, de livres d'histoire au sein de tout cela, des polémiques politiques et leur recyclage, ceci jusqu'à une loi, en 2007, surnommée « Loi de mémoire historique », et dont on pourra reparler. Le résultat politique a été la récupération par les différents partis de signes d'identité laissés au placard en quelque sorte au moment de la transition. Le Parti socialiste, qui sous les mandats de Felipe González avait complètement tourné le dos au passé de guerre civile, appuya et chercha à capitaliser ce mouvement, et les gouvernements d'Andalousie et de Catalogne, dominés par les socialistes, ont appuyé institutionnellement ces initiatives. Le Parti populaire, de son côté, a dénoncé, et dénonce toujours, la volonté de, je cite, rouvrir les blessures du passé, a dénoncé la victimisation et le risque de mettre à bas la convivencia pacifica, justement, de la transition. Ce qu'il était par ailleurs en train de faire au Pays Basque, en utilisant les associations de victimes pour sa politique antiterroriste. Les uns et les autres s'accusèrent d'exagération et d'un néologisme, de guerre civilisme, ou d'être des guerres civilistes. Et on a pu compter l'inflation de ces termes dans la presse quotidienne. Elle commence en 2004 et atteint un maximum en 2007, l'année du vote de la loi. On vit même, fin 2006, ce qu'on appelait la guerra de las esquelas, c'est-à-dire la guerre des faire-part de décès dans les journaux, entre droite et gauche, où se multipliaient des faire-part de décès avec des typographies de plus en plus grosses, faisant référence à chaque fois au passé de la personne décédée en lien avec la guerre civile et le franquisme. On a vu aussi l'appel par le Parti populaire au boycott des organes de presse du grand groupe Prisa, qui est le principal groupe de presse en Espagne, celui qui publiait Le País, suite aux déclarations de son dirigeant Jesús de Palacio sur sa peur du néo-franquisme, je cite, de la droite. D'une manière générale, le progrès des analogies avec le passé dans les polémiques politiques, le Parti populaire parlant de l'agenda radical de Zapatero, le Parti socialiste comparant le Parti populaire avec la CEDA, le grand parti de la droite catholique
des années 30. Ce progrès des analogies avec le passé dans les polémiques politiques a tendu à réduire la relation de l'Espagne à son passé à l'opposition de deux modèles appauvris de discours, nous situant clairement aux antipodes des pratiques et de la morale publique de la transition. On aurait là donc un présentisme d'une autre sorte, donc une piste espagnole pour réfléchir à plusieurs catégories possibles de présentisme. Ce constat et la prolifération d'objets et de discours ne doit pas pour autant nous conduire à en rester à cette impression d'invasion de la mémoire, d'invasion du passé. C'est le rappel que fait un des anthropologues dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Manuel Ferrandiz et qui travaille au CSIC, travaille sur les exhumations de victimes enterrées dans les fosses communes, et plus précisément sur les pratiques, les discours et les rituels improvisés des acteurs, témoins et publics de ces exhumations au moment de l'ouverture des fosses. Les fosses communes représentent pour Manuel Ferrandiz des centaines de bombes à retardement pour la démocratie espagnole. On estime à 150 000 le nombre de victimes dont les restes gisent là. Quelques-unes de ces bombes ont commencé à exploser, entre 2000 et 3000 exhumations réalisées, je crois. Et il compare ces victimes dans les fosses, dont les familles n'ont souvent rien su, aux disparus des dictatures latino-américaines, qui prolongent le moment passé jusqu'à l'aujourd'hui. Et il analyse son objet dans le cadre d'une comparaison internationale large. Il rappelle, je le cite, « L'exhumation de victimes de massacres de masse est toujours un moment de grande controverse où les positions adoptées par les différents acteurs sociaux et politiques interpellés sont changeantes et même volatiles. Ces exhumations, de fait, ont déjà produit une grande quantité d'images de massacres dans les discours et les imaginaires publics espagnols, produisant un profond impact sur l'opinion publique et la mobilisation très importante de la troisième génération des familiers des vaincus, qui se sont impliqués du coup avec plus de force dans ce mouvement dit de récupération de la mémoire. Localement, Ferrandiz et son équipe ont montré que les exhumations servent à déclencher le souvenir et aboutissent à la production de ce qu'il appelle des récits de la défaite. Des récits de la défaite qui se font au bord des fosses. Les acteurs et les témoins des exhumations y trouvent un espace public idoine et légitime pour la première fois pour le récit de leurs histoires. Un espace de narration et d'écoute qui n'avait jamais existé, même au sein des familles. Des histoires, des gens découvrent que leur grand-père a fait ci parce que la grande-tante en parle au pied des fosses, au bord des fosses. Ces récits passent quelquefois le niveau local et atterrissent quelquefois dans les programmes de télévision, de radio, dans les journaux, et ils sont de plus en plus systématiquement recueillis sous forme de vidéos digitales. L'idée est celle de la promotion d'une sorte de justice narrative. Il s'agit de la revendication du droit à raconter, à être écouté et à valoriser ses souvenirs dans des contextes de légitimité publique et politique. Passons à présent à la tour d'ivoire et à l'explicitation de ce titre un tantinet provocateur. Le constat de Ferrandiz est que ce phénomène des fosses, d'une importance capitale pour la société espagnole d'aujourd'hui, révèle que les centaines de milliers de pages noircies par les historiens n'ont pas résolu ce qu'il appelle l'anxiété sociale autour de ces thèmes. Une anxiété qui s'exprime notamment à travers ces récits de la défaite. On pourrait parler aussi de demande sociale, de récits. Il relève ensuite la méfiance des historiens à propos de ces témoignages comme matériaux de l'écriture du passé. Alors, cette méfiance nous parle à nous Français qui connaissons les écrits d'Annette Vivorca et notamment sur la polémique autour de l'historien allemand Goldhagen, l'idée que le projet de compiler les témoignages de souffrance fait perdre l'intelligibilité des phénomènes de violence de masse. Mais la réaction des historiens espagnols ne s'exprime pas de cette façon. Elle est l'expression d'une méfiance vis-à-vis de ces témoignages, non pas comme matériaux possibles de leur récit à eux, mais comme ensemble de narrations du passé alternatives, et non pas concurrentes, alternatives à leurs livres. Ces réactions à propos des témoignages sont une des questions qui se posent autour du problème de l'historien dans la cité en Espagne. Simplement, il n'y a pas, à proprement parler, débat espagnol sur l'historien dans la cité, sur le rôle social de l'historien, sur ses interventions possibles en tant qu'expert du passé dans le débat démocratique ou pour l'amélioration de la démocratie. Mais une sorte de repli très courant
qui concerne surtout les 20e-istes,